Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux capteurs et données en temps réel. Je suis Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de l'administration de la plateforme Data Grand Est. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les premiers jeudis du mois, ou presque, pour une heure d'échange entre 11h et midi sur un sujet en lien avec la data. C'est le principe des jeudis Adonnez-vous à la donnée. Ainsi, nous vous invitons à noter dès à présent la date du prochain webinaire qui aura lieu le 7 mars et qui sera consacré à la présentation des données sociales et économiques. Vous avez également à l'écran les principales dates des prochains webinaires qui auront lieu en 2024. Avant de commencer, quelques rappels pour s'assurer du bon déroulement de cet événement. Et tout d'abord, merci de privilégier le navigateur Chrome. Ensuite, durant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions en utilisant l'onglet Questions qui se trouve en bas à droite de votre écran et réservez plutôt l'onglet Chat pour des discussions entre vous ou des observations que vous avez. Enfin, l'ensemble des vidéos et supports de présentation de ce webinaire seront disponibles sur le site Data Grand Est et la chaîne YouTube Data Grand Est d'ici à une semaine. Alors, pour ce webinaire intitulé « Les capteurs et données en temps réel », nous avons fait le choix de faire intervenir 3 acteurs clés qui exploitent activement des données en temps réel dans des secteurs variés. Le transport collectif, la surveillance de la qualité de l'air et la gestion des risques naturels. Chacun de ces domaines présente des défis uniques en termes de collecte et d'interprétation des données, soulignant l'importance cruciale de la représentation adéquate de ces informations. La gestion de ces données soulève des questions par rapport à leur stockage efficace, leur volumétrie et leur méthodologie à adopter pour leur diffusion. Ainsi, nous aurons ce matin à 3 présentations. La première qui concernera le fonctionnement de l'application Strass App et sera présentée par Mathias Treffaut. Mathias, je te donne la parole pour que tu te présentes en quelques mots. Si ce n'est pas le cas et si ça ne marche pas pour l'instant son micro, le deuxième concernera l'utilisation des systèmes et capteurs pour suivre la qualité de l'air et sera présenté par Eric Herbert. Bonjour à tous, donc Eric Herbert, je suis ingénieur études à Atmo Grand Est. Je suis rattaché à l'unité des enjeux émergents, donc notre rôle c'est de travailler à l'anticipation des nouvelles approches méthodologiques et technologiques, à l'amélioration des connaissances, mais également à la prise en compte des enjeux émergents en lien avec les préoccupations sociétales. Et donc je suis le référent sur la thématique des microcapteurs, d'où mon intervention aujourd'hui. Voilà. Parfait, merci Eric. Et la troisième présentation concernera comment prévoir les crues grâce au service ViCru qui sera présenté par Fabrice Herry. Bonjour, donc moi je suis technicien à l'unité d'hydrométrie de la DRAS Grand Est sur la Meuse et la Moselle et ses affluents. Et donc je vous présenterai un peu comment que ça fonctionne pour récupérer les données et après je vous présenterai un petit film sur l'application ViCru. Merci Fabrice et merci à tous. Je suis également accompagné pour ce webinaire par M. Iraché, Bruno Iraché de la société Realia qui nous accompagne dans les actions d'appui d'animation. Bonjour. Bonjour à tous. Je crois que Mathias est revenu. Moi, j'aurai un rôle assez minime dans la matinée. C'est surtout essayer de répondre à certaines questions ou en tous les cas ou intervenir dans le chat. Mais n'hésitez pas à poser des questions effectivement dans le menu questions. Et si on n'a pas le temps de répondre aux questions par écrit, nous le ferons après le webinaire. On prendra le temps de rédiger des réponses, on va dire, et de les partager avec vous. Voilà. Bien, parfait. Merci Bruno. Et donc, je laisse maintenant la parole à Mathias Treffaut pour sa présentation. Ok. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis Mathias Treffaut, donc chef de projet numérique à la ville Lyon Métropole de Strasbourg.
C'est un service qui est la numérique. On est là en support pour la gestion de l'ensemble du parc des sites de la ville. Donc ça représente une quarantaine de sites internet. On est là donc oui pour gérer un certain nombre de sites en direct et assurer le suivi technique de l'autre partie des sites. Et on s'occupe également de l'application Strasap. Donc justement cette application, je vais avoir le plaisir de vous présenter, que je suis sûr que vous avez tous et toutes téléchargé dès ma présentation terminée. Donc cette application, elle va bientôt fêter ses 2 ans, parce qu'elle est sortie en février 2022, et on est actuellement à 35 600 téléchargements, donc ce qui est quand même plutôt pas mal pour un outil de ce type. Et donc en fait, on fera ça pour un petit peu voir ça comme un iceberg en termes de récolte de données. En fait, l'application va aller piocher un certain nombre de données un petit peu partout. Donc, c'est ce qu'on voit là avec ce schéma. Donc, c'est des données qui vont être produites par la collectivité, donc par la ville et l'Eurométropole. C'est des données qu'on va aussi récupérer d'un point de vue externe, parce vous allez voir après, on peut récupérer des données de la CTS, des données météo, des données d'Atmo Grand Est. Donc, c'est grosso modo, il faut voir un petit peu l'appli comme un agrégateur de données qui vont être mises à disposition finalement des citoyens pour les aider dans leur vie quotidienne. Désolé pour te couper, Mathias. Si jamais on n'arrive pas à voir le partage de ton écran, ou dans tout cas du fichier PDF qui est en train de partager. D'accord. Toi, tu peux le partager à ton niveau, parce que moi, D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Attendez un moment. Ok, alors j'arrête mon partage. Maintenant, tout le monde voit l'écran. Vous pouvez me commenter sur les chats, s'il vous plaît. C'est bon? Parfait. Donc, Mathias, tu peux m'indiquer dans quelle est présente la slide numéro 3. Ouais. Ici? Tu peux encore avancer. Voilà, donc là, je vais présenter un petit peu toutes les données qu'on va récupérer grâce à l'application Strasap. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc voilà, quand on se connecte à son appli, on a donc voilà, ça c'est l'écran d'accueil. En fait, le principe de l'application, de son fonctionnement, c'est qu'on va personnaliser finalement son affichage avec toutes les petites tuiles qu'on peut voir ici. Là, on en voit 5 ou 6 à l'écran. Et donc, c'est ces tuiles qui vont majoritairement faire remonter de l'info. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Jean-Pierre. Donc, on a un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on peut afficher une carte. Donc, une carte qu'on va pré-paramétrer avec un certain nombre de filtres. Comme par exemple, là, sur l'exemple de gauche, on a le trafic en temps réel. Sur la capture de droite, c'est une recherche, enfin, c'est une carte filtrée sur les musées de la ville. On peut passer à la suivante. On a aussi la possibilité d'afficher la météo et la qualité de l'air. On a aussi la possibilité d'afficher un agenda. Donc tout ça, c'est des données qu'on va faire remonter soit depuis Strasbourg.eu, soit depuis les différents prestataires, enfin différents partenaires via des API. Tu veux passer à la suivante, Jean-Pierre? Donc là, on va commencer vraiment dans vraiment le cœur de l'appli. Donc voilà, c'est ces petites cartes avec justement on a la possibilité d'avoir le temps réel. Donc on a un certain nombre de lieux. Parce qu'en fait, dans le site Strasbourg.eu, on a les pages sur l'arborescence et on a aussi nos propres fiches Google, ce qu'on appelle des fiches lieux. Et pour certaines de ces fiches lieux, notamment tout ce qui est patinoire, piscine, parking, mairie, station de tram et station Vélop, on a la possibilité d'avoir la fréquentation en temps réel. Donc là, c'est vrai que c'est assez pratique finalement pour la personne qui, par exemple, dans ce cas précis, là, veut aller à la piscine. Elle met en favori les 2 ou 3 piscines qui sont par exemple le plus proche de son domicile ou le plus proche de son lieu de travail. Et voilà, en regardant simplement son appli, elle va se rendre compte que voilà, par exemple, la Schiltigam, il n'y a que 47 personnes. Donc ça veut dire que par rapport à la capacité totale de la piscine, qui, mettons, est de 800 personnes, voilà, on est en zone de faible affluence. Parce qu'en fait, c'est paramétré avec des seuils. Donc voilà, de 0 à 200, on est en faible affluence. De 200 à 400, on va être en affluence moyenne. Et au-delà, on sera en affluence forte. Donc là, voilà, la personne sait qu'elle peut aller se baigner tranquillement, il n'y aura pas grand monde à la piscine. Voilà, on peut continuer avec un second exemple. Non, là, c'est pas la bonne slide. Bon, on a d'autres exemples comme ça on a les piscines, on a les parkings par exemple, qui vont aussi permettre d'avoir cette info en temps réel sur la disponibilité des places dans les parkings. On sait que si on vient se garer, si on vient en voiture au centre-ville, on sait que vaut mieux se garer dans tel ou tel parking.
Et donc là, en fait, Jean-Pierre, si on remonte juste un cran, s'il te plaît. Là, encore une, s'il te plaît. Là, on a un peu le côté technique du fonctionnement de l'appli. Notamment, donc là, j'ai repris l'exemple des piscines qu'on a vu auparavant. En fait, la donnée est créée au passage des usagers dans les piscines. Parce que le simple fait d'actionner ce qu'on appelle le tripod, donc c'est le tourniquet à l'entrée de la piscine. Il y a une incrémentation qui se fait avec le nombre de passages total et donc le nombre d'usagers dans la piscine. Ça va générer par la suite un flux JSON qui est récupéré par une API. Et cette API refait le lien entre le tourniquet de la piscine et la fiche lieu dans Strasap. Donc là, voilà, on voit typiquement un exemple de flux JSON voilà, qu'on récupère pour l'affichage dans l'appli. Bon, voilà, c'est pas là, ça peut faire un peu peur, mais ça, c'est interprété de façon graphique pour que l'usager lui voit juste sa donnée avec voilà 47 personnes, affluence faible, je peux aller me baigner. Et donc voilà, ça c'est le même principe finalement pour toutes les fichiers pour lesquelles on a du temps réel, que ce soit la patinoire, les mairies, le centre administratif. Donc voilà, l'idée c'est vraiment avec ces informations en temps réel, c'est d'aider l'usager à se dire que voilà, tel lieu est pas très fréquenté, bah, je peux m'y rendre, je vais m'y rendre tout de suite. Ou parce que là, par exemple, moi j'avais ma carte d'identité, j'ai refait ma carte d'identité il y a pas longtemps, je devais aller la récupérer à la mairie, bah effectivement j'ai regardé. J'ai pas regardé avec ça, bah, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes ou pas pour aller chercher et pas perdre trop de temps au guichet. Si on continue, on a aussi, donc là voilà, c'est vraiment les exemples de fonctionnement en temps réel. Et après, on a ce qu'on appelle un semi-temps réel avec les notifications qu'on peut également envoyer via Strasap. Donc là, en fait, on a un back-office depuis Strasbourg.eu qui va permettre de générer cette donnée. Alors, effectivement, j'appelle ça en semi-temps réel parce qu'effectivement, là, comme il y a une intervention humaine pour générer la notification. Donc là, on voit tout donc voilà, comme une notif, ça pop sur l'écran de son smartphone. Et quand on continue après, on a si Jean-Pierre, tu peux tourner aller à la slide suivante. On a voilà le texte de la notification qui s'affiche, et dans son compte, on va avoir toutes les notifications qu'on a reçues dans Strasap. Et si on continue encore sur l'affichage d'après, on a pour le moment 5 grandes familles de notifications qu'on peut envoyer. Donc tout ce qui concerne REO, c'est tout ce qui va concerner les alertes vent fort avec la fermeture des parcs ou les pics de pollution. Déchets propreté, c'est pour prévenir les personnes qu'il y a une modification du cycle de ramassage des déchets. Donc c'est pas forcément nécessaire de sortir sa poubelle le soir. Les piscines, on a quelque chose de spécifique par rapport à des modifications d'horaire ou pour prévenir que voilà certaines piscines, on est en plein été, c'est canicule, tout le monde se baigne et par exemple la piscine de Wacken est complète. Stationnement, voilà on utilise assez rarement, évite des circulations. Là on l'a utilisé par exemple cette semaine et la semaine dernière pour prévenir avec les manifestations des agriculteurs et des perturbations engendrées sur la M35. Sachant que là, oui, ces notifications, par contre, vous allez les recevoir que si vous vous abonnez aux notifs. Et sachant que c'est un des objectifs qu'on a dans le développement de l'utilisation de l'application, c'est qu'en interne, les services concernés directement par ces thématiques, on les forme et a accès au back-office pour envoyer directement leurs notifications de manière à augmenter la réactivité de la collectivité quand il y a besoin d'envoyer ce genre de notification. Et donc voilà, si on continue, je crois qu'on arrive à la dernière slide. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes convaincu de l'utilité de cette application, si vous êtes strasbourgeoise, habitant de l'Eurométropole, ou même deux passages dans la ville en tant que touriste, je vous invite à la télécharger. Vous verrez, c'est très très intuitif et très pratique. Merci de votre écoute. Merci Mathias. Donc, merci pour la présentation et on va voir si on a des questions des participants. N'oubliez pas qu'il faut poser les questions sur l'onglet questions plutôt que l'onglet chat. Et sinon, si on n'a pas de questions, je pense que... Ah, oui. Alors, il y a la question de Nathalie Desjours qui demande « Est-ce que votre application s'intègre dans un projet plus vaste de jumeaux numériques ?»
Alors, qu'est-ce que vous entendez par jumeaux numériques? Ça m'aiderait à répondre à votre question. Et sinon, il y a une deuxième personne qui demande, est-ce que vous pouvez envoyer le lien du webinaire? Bon, ça c'est une autre, c'est déjà fait. Est-ce que le code il est libre ou ouvert? Le code, alors l'application a été développée par un prestataire informatique, donc je dirais qu'il est, on est propriétaire du code. C'est une solution qui a été développée. C'est pas une solution sur étagère, c'est une solution qui a été développée par notre prestataire. Donc non, je dirais que le code n'est pas ouvert, même si effectivement on utilise un certain nombre de données qui sont en accès libre, parce que finalement la plupart des données que génère la ville de Strasbourg sont en accès libre et sont à récupérer sur le site data.strasbourg.eu. On a différents jeux de données. Par exemple, je vais vous mettre dans le chat le jeu de données qui correspond à la fréquentation des piscines là, que j'ai envoyé. Et les data servent à quel usage pour l'EMS? Finalement, après nous, ça peut être intéressant. C'est plus pour avertir le citoyen, vraiment l'aider dans sa vie au quotidien. Par exemple, voilà, si on veut se dire j'ai des papiers à récupérer à la mairie, j'ai pas envie d'attendre 20 minutes au guichet. Voilà, je regarde à combien de temps d'attente j'ai au guichet, et voilà, si je vois qu'il y a 5 minutes, j'y vais tout de suite. Si il y a une demi-heure d'attente ou même qu'un quart d'heure, on peut se dire qu'on ira un jour, on reporte son déplacement et on ira plus tard. Alors, sinon, pour répondre à ce qui avait déjà fait ou à la question qui avait déjà posée Nathalie Desjours, dans les grandes lignes, c'est une copie virtuelle. Elle parlait des jumeaux numériques, la définition des jumeaux numériques. C'est une copie virtuelle du territoire qui intègre les infrastructures, les bâtiments, les données métiers, sillés, et qui s'appuie aussi sur les données chaudes et des capteurs, comme par exemple la métropole européenne de Lille. C'est un commentaire plutôt, je pense, de Nathalie Desjours. Et dans tout cas, merci Mathias, et je pense que je passe la parole maintenant à Eric Herbert de Atmo Grandes pour sa présentation. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bon. Alors, oui, avant de parler plus spécifiquement de l'utilisation des microcapteurs pour suivre la qualité de l'air, je voulais amener quelques mots sur Atmo Grand Est. Donc, on est une association à but non lucratif, agréée par le ministère en charge de l'environnement. On a une mission de service public, avec une mission principale qui est de surveiller la qualité de l'air et vérifier le respect de la réglementation. Mais on a aussi des missions pour mieux comprendre la pollution en participant à des projets de recherche. C'est également innover pour répondre aux demandes sociétales émergentes. C'est informer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le citoyen, les médias ou les autorités. C'est accompagner les acteurs du territoire et c'est également évaluer les plans, programmes et actions de dépollution. Et donc, dans le cadre en fait de ces missions, on est amené à produire beaucoup de données sur les thématiques air, climat, énergie, mais on est également des gros consommateurs de données pour alimenter les modèles, par exemple. Alors, pour répondre à nos missions, on s'appuie de différents outils. On a un réseau de mesures dont font partie les stations de mesure fixes, qui sont déployées sur la région Grand Est et qui mesurent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les niveaux de concentration pour différents polluants. Parallèlement, on a une équipe qui travaille sur des inventaires d'émissions de polluants, d'émissions de gaz à effet de serre, de production et de consommation d'énergie. Voilà, donc on a des informations spatialisées sur ces données-là. Et un troisième outil, c'est nos plateformes de modélisation de la qualité de l'air, donc qui permettent d'avoir une information spatialisée en tout point du territoire. Alors, au travers de ce slide, je souhaitais vous montrer que nos productions de données, elles couvrent différentes échelles temporelles et géographiques. Pour ce qui est de l'espace-temps, en fait, on dispose de données d'observation passées avec des historiques de données qui peuvent être assez importants sur plus de 30 ans, par exemple, pour les concentrations de différents polluants dans l'air ou encore pour certains inventaires d'émissions. Donc ça nous permet de réaliser des diagnostics.
On dispose également de données quasi temps réel au travers des mesures réalisées par nos stations fixes ou encore via les microcapteurs de qualité de l'air. Donc ça, c'est des informations qui nous permettent de gérer, par exemple, des épisodes de pollution. Et puis, on produit également des données prédictives au travers de l'utilisation de modèles. Donc ça nous permet de faire de la prévision ou encore de la scénarisation. Alors, les données qu'on produit, elles couvrent également différentes échelles spatiales, allant d'informations au niveau régional, voire transfrontalier. Et on peut descendre jusqu'à l'échelle du quartier pour certaines données. Ces données sont mises à disposition sur différentes plateformes d'open data, d'Atmo Grand Est par exemple, mais également accessibles via la plateforme Data Grand Est. Alors pour revenir à notre sujet du jour qui est capteurs et données temps réel, je vais vous parler maintenant des systèmes capteurs ou plus communément appelés microcapteurs de qualité de l'air. Alors c'est quoi un microcapteur? Dans le langage courant, vous avez peut-être entendu parler de microcapteurs, de microstations, de capteurs low cost ou encore de capteurs IoT. Alors sans y passer trop de temps, on retrouve classiquement un élément sensible qui est spécifique à une espèce à détecter, donc gaz ou particules, auquel généralement il y a une électronique qui est associée pour la mise en forme du signal, une électronique en charge également du traitement et de la transmission de la donnée. Et un système complet, il peut regrouper un ou plusieurs éléments sensibles plus électroniques, et dans ce cas-là, on va parler de système capteur. Alors, depuis quelques années, on voit émerger de plus en plus de projets d'expérimentation et d'innovation qui se développent autour des capteurs de qualité de l'air miniaturisés, des matériels qui vont équiper les villes, les bâtiments, les véhicules ou encore les citoyens. Alors, je vous ai mis quelques exemples là, de situations de déploiement, telles que sur du suivi de chantier. On peut être amené à utiliser des systèmes capteurs. Sur du suivi industriel, on peut voir fleurir aussi ces dispositifs sur du mobilier urbain, dans le cadre de démarches Smart City, ou encore dans les bâtiments, entre autres pour faire de l'asservissement sur des systèmes de ventilation. Donc c'est un marché qui est en plein essor dans un contexte de forte mobilisation des citoyens sur leur exposition environnementale, mais également en lien avec une réglementation qui est de plus en plus contraignante. Et donc, c'est dans ce contexte, en fait, qu'on suit de près l'évolution de ce marché avec deux axes de travail. Un, c'est accompagner l'engouement de nos partenaires pour ces équipements, que ce soit le citoyen, l'industriel, la collectivité ou encore les services de l'État. Et puis en deux, c'est aussi d'évaluer les usages possibles de ces dispositifs pour l'Observatoire de la qualité de l'air. Au travers de différents investissements, on s'est doté d'un parc système capteur qui nous permet aujourd'hui d'intervenir dans le cadre de différentes opérations qui sont variées de surveillance de qualité de l'air, que ce soit en intérieur ou en extérieur, mais également sur des actions de sensibilisation et de communication. Donc, je vous ai mis quelques exemples. En haut à gauche, vous avez le cas d'une surveillance des particules ultra-fines sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. En haut à droite, c'est l'utilisation de systèmes capteurs pour suivre la revolatilisation ammoniacale dans le cadre d'un projet dans le domaine agricole. En bas à droite, c'est de la surveillance dans des établissements scolaires, donc sur une étude de transfert de pollution air extérieur, air intérieur. Et en bas à gauche, c'est le prêt de capteurs à une école de journalisme dans le cadre d'investigation sur la pollution de l'air. Alors pour s'assurer des mesures produites par ces capteurs qui ne peuvent aujourd'hui remplacer des équipements réglementaires, on a mis en place tout un tas de contrôles et de process qui permettent de s'assurer de la qualité des mesures produites, donc des tests de réception, des tests de qualification métrologique, de la validation quotidienne. Alors, on s'appuie vraiment de notre expertise sur la mesure réglementaire pour garantir les performances métrologiques de notre parc capteur. Et donc, on a la capacité en fait de tester ces capteurs parallèlement à nos équipements de référence, donc sur nos stations fixes, donc c'est les images de gauche, mais également en chambre d'exposition, donc en atmosphère contrôlée. Voilà, donc ça c'est la photo de droite. Alors ce slide présente un synoptique du voyage de la donnée depuis le capteur jusqu'à leur exploitation. Bon, il vaut pour bon nombre de nos capteurs à usage monitoring.
Les données qui sont produites par les systèmes capteurs sont généralement remontées via une liaison GSM sur un serveur du fournisseur qui se trouve dans un cloud. Il y a une mémoire tampon qui est généralement présente dans le système capteur qui permet de stocker les données lors de problèmes de communication. Pour consulter les données de la base fournisseur, celui-ci met généralement à disposition une interface de consultation des données. Par contre, nous, à Atmo, pour faciliter la validation et l'exploitation des données produites, on collecte ces données-là sur nos propres serveurs, dans notre propre système d'exploitation. Donc là, on va taper via des API sur le serveur du fournisseur. Pour ce qui est des capteurs à usage sensibilisation, le synoptique est un peu différent avec l'utilisation de smartphones pour le stockage et le transfert des données du capteur à la base fournisseur. Alors, je vous ai montré auparavant quelques cas d'usage des systèmes capteurs au sein d'Atmo dans le cadre de campagnes de mesure pour des besoins partenaires. Je vous ai également dit en introduction que nous cherchons à évaluer ces dispositifs pour renforcer l'observatoire de qualité de l'air. Et donc, c'est dans cet axe de travail précis que nous menons actuellement une étude exploratoire sur l'Eurométropole de Strasbourg pour évaluer l'intérêt de renforcer le dispositif de mesure existant avec des systèmes capteurs dans un objectif d'intégration, d'assimilation de ces données dans nos outils de modélisation. Donc, c'est une étude qui est menée en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg. On a déployé 15 systèmes capteurs en centre-ville, mais également dans les communes périphériques, en fond et en proximité trafic. Les mesures ont démarré en janvier 2023 et s'achèveront prochainement pour pouvoir disposer au final d'un an de mesures sur un pas de temps quart horaire. Ces données actuellement, elles servent à la construction de bases de données d'apprentissage pour la construction de nos modèles. Et j'ai une dernière slide qui vous montre quelques résultats de ces nouveaux modèles. Donc, c'est des cartes de concentration pour le NO2 à gauche et pour les particules PM10 à droite. Donc, elles présentent la différence des sorties du modèle construit sur la base d'assimilation des données stations et systèmes capteurs par rapport aux sorties du modèle actuel. Alors, on voit avec ce code couleur sur les cartes l'enrichissement de l'information sur certains secteurs. Pour le NO2, par exemple, donc sur la carte de gauche, on voit qu'à l'ouest de Strasbourg, l'assimilation des stations et des systèmes capteurs a apporté une rehausse des concentrations sur ce secteur qui avait été moins bien approché par notre modèle actuel. Donc, il y a vraiment un plus à enrichir le réseau de mesure pour notre modélisation. Voilà ce que je souhaitais vous montrer. Ça vous montre un petit peu comment on s'approprie ces nouvelles technos et les usages qu'on en fait actuellement. Merci pour votre attention et puis je suis à votre disposition s'il y a des questions. Il y a des questions. Très bien. Il y en a une qui a été posée. Quelle licence est utilisée pour les données publiées en open data? Mais ça devait être la présentation d'avant, peut-être. Alors, j'ai une slide où j'ai peut-être évoqué les données produites par Atmo. C'était celle-ci, peut-être? Oups, pardon. Ouais, ça devait être celle-ci, hein, je pense. Ouais. Hein. Alors, vous pouvez juste répéter la question? Quelle licence est utilisée pour les données publiées en open data? Alors, j'ai pas forcément cette information. Moi, je suis vraiment le spécialiste système capteur. Par contre, je peux me renseigner et apporter la réponse. Voilà, on a tout un jeu de données aujourd'hui qui est ouvert en open data. Accessible l'autre question est assez liée. Il y avait vos données publiées en open data sont-elles publiées sur data.gouv également? Bon, ça, on pourrait y répondre assez facilement. On le fera par écrit après le webinaire si vous voulez bien. Et ensuite,
pour Atmo Grand Est, cela représente combien de volume de données? Est-ce que vous gardez tout ou vous archivez au bout d'un certain nombre d'années? Alors là, comme je l'ai dit, en fait, les données des systèmes capteurs, on les capte, hein, nous, sur nos serveurs et sur nos bases. Donc, c'est vrai que ça représente des volumes assez importants. Aujourd'hui, les données sont réintégrées comme on le fait aujourd'hui sur la surveillance réglementaire, donc sur le quart d'heure ou l'heure. Donc, c'est assimilé comme aujourd'hui, on assimile des données de station. Maintenant, c'est vrai qu'avec des systèmes capteurs, on peut aller sur des intégrations beaucoup plus fines, hein. Les systèmes capteurs remontent des données de l'ordre de la seconde, voire de la minute, mais on les intègre pas, nous, aujourd'hui, sur ces pas de temps. Donc, en fait, aujourd'hui, on travaille à la fois avec on va dire le stockage des fournisseurs, donc qui eux, on a cette information de l'ordre de la seconde et de la minute. Par contre, nous, quand on l'assimile chez nous, c'est réintégré sur du quart d'heure ou de l'heure. Ok. Et on va prendre 2 dernières questions rapidement. Est-ce que vous envisagez d'utiliser l'IA dans l'analyse de vos résultats, dans vos prévisions? Oui, bah justement, là, j'ai évoqué le fait d'assimiler des systèmes capteurs dans les modèles. En fait, aujourd'hui, nos modèles évoluent et aujourd'hui, on travaille sur des réseaux de neurones dans le cadre de nouveaux modèles. Donc, j'ai évoqué le fait que ces données étaient utilisées en données d'apprentissage des modèles. Donc, on est sur des notions d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones. Ok, très bien. Et dernière question, quid de la prise en compte d'une approche citoyenne du type http://sensor.community.fr? Donc là, c'est vrai que j'ai plutôt fait un focus sur les équipements à usage monitoring. J'ai dit aussi qu'on avait, nous, un parc capteur à usage plus de communication et de sensibilisation des citoyens. Donc aujourd'hui, c'est aussi des dispositifs qu'on utilise pour sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air, pour amener à des changements de comportement. On a des projets en ce sens. Donc voilà, c'est aussi des choses voilà qui sont pris en compte par Atmo, hein. Très bien. Je propose à Jean-Pierre on peut passer à la présentation suivante peut-être? Oui, ça marche, parfait. Merci Eric. Je laisse la parole maintenant à Fabrice Herry pour présenter le projet des Vigicruise. Merci. Bonjour, donc je vais vous présenter déjà pour avant expliquer Vigicru, il va falloir que je vous explique comment on récupère les données. Et donc du coup, je vais partager. Donc là j'ai fait une petite diapo histoire de vous expliquer que on a à peu près en France 5000 stations avec 2-3 capteurs par station qui mesurent de la hauteur d'eau, du débit, de la pluviométrie, de la température. Et toutes ces données sont centralisées dans une centrale d'acquisition qui envoie, alors suivant les régions, ça va de 30 minutes à 5 minutes pour les rivières à régime torrentiel. Du coup, donc ces centrales d'acquisition, on voit ça sur un frontal qui s'appelle chez nous Aquarelle 4, qui récupère donc des données mesurées et des données techniques. Et après, envoie directement sur ce qu'on appelle Hydro 3, c'est la banque hydro française, qui elle est centralisée et protégée. Donc du coup, en haut à gauche, vous voyez le service de prévision des crues qui va, par rapport aux données récupérées, faire des prévisions et des cartes. Ici,
Nous, en tant qu'unité d'hydrométrie, on va corriger les données, pas en temps réel, parce qu'on ne travaille pas la nuit, mais au jour le jour, on va corriger les données pour que la FIC, donc la banque, soit corrigée correctement. Et donc, du coup, par rapport à ça, cette banque envoie les données sur Vigicru, donc en temps réel, et ça, du coup, c'est pas des données corrigées, donc du coup, il peut avoir des petits défauts sur ce paramètre Vigicru temps réel. Donc, on voit bien que voilà, on arrive à Vigicru. Donc, Vigicru, elle prend toutes les stations, à peu près les 5000 stations qui sont en France. Et on a des exemples de couleurs. Donc, tout ce qui est en vert, c'est que les rivières sont soit normales ou en étiage, ou dès qu'on dépasse, donc le jaune, c'est le premier risque cru. Donc, c'est à peu près comment ça s'appelle, un niveau où on peut commencer à avoir des routes coupées. Après, il y a l'orange, là où on commence, ça va être un peu compliqué, et donc du coup, les services de l'État vont être obligés d'annoncer à la population différents changements. Alors, et le rouge qu'on a vécu il n'y a pas longtemps dans le Nord-Pas-Calais, là, c'est carrément le risque majeur. Donc ici, vous voyez une carte avec des prévisions en haut à droite, et les graphes des différentes stations qu'on veut surveiller. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être passer un petit film sur l'application Vigicru. Oui, je partage mon écran un moment. Ok, moi je départage. Est-ce que tous peuvent voir mon écran? Parfait. Alors, je commence la présentation. En France, plus de 17 millions d'habitants sont exposés régulièrement au risque d'inondation par débordement des cours d'eau. En raison des nombreux cours d'eau parcourant le pays, toutes les régions sont concernées. Face à ce risque, l'État a mis en place Vigicru, un service d'information de référence qui permet de connaître la situation des principaux cours d'eau, d'avertir la population en cas de risque de crue, ainsi que les gestionnaires de crise pour qu'ils puissent mobiliser les moyens de secours nécessaires. Le réseau Vigicru, c'est tout un ensemble d'outils mis à la disposition de tous les publics, particuliers comme professionnels. Vous trouverez sur le site internet Vigicru la carte de vigilance crue, actualisée 2 fois par jour, des bulletins d'information, les données en temps réel et des prévisions. Vigicru Flash, un service d'information spécifique aux crues soudaines des petits cours d'eau. La plateforme nationale collaborative des repères de crues témoignant des grandes inondations passées. Et enfin, Hydroportail, qui donne accès aux données des mesures sur les cours d'eau en France. Le site internet Vigicru vous permet d'avoir accès à toutes les informations et à tous les services de surveillance des crues. Grâce à la carte de France interactive, vous pouvez consulter la situation par tronçon de vigilance en temps réel et accéder aux prévisions locales. Une légende vous rappelle les 4 niveaux de vigilance. Vous avez également la possibilité d'accéder aux bulletins d'information nationaux publiés au moins 2 fois par jour. Vous y serez informé de l'état de la situation sur l'ensemble du territoire et, le cas échéant, des comportements à adopter en cas de risque de crue. À partir de la page d'accueil, vous pourrez vous rendre rapidement sur les autres services proposés par Vigicru pour encore plus d'informations. Et pour personnaliser votre navigation, pensez à créer votre compte en cliquant sur « Mon compte » en haut à droite de l'écran d'accueil. Dans l'onglet « Abonnement », vous pourrez vous abonner au bulletin d'information diffusé par mail et sélectionner le territoire qu'il vous intéresse de suivre quotidiennement. L'onglet « Avertissement » vous permet d'être informé de manière personnalisée de l'évolution du niveau de vigilance crue à l'échelle d'un territoire, d'un département ou d'un tronçon de cours d'eau,
ainsi que de la hauteur d'eau à une station hydrométrique. Le dispositif Vigicru s'est agrandi avec l'application smartphone. En plus des fonctionnalités déjà disponibles sur le site, cette appli permet de recevoir une notification en cas de vigilance crue pour être averti partout et à tout moment. Là encore, vous pouvez paramétrer votre compte pour bénéficier d'abonnements et d'avertissements personnalisés. Grâce à ces outils, soyez informés à temps pour vous organiser, éviter les déplacements et mettre en place les dispositifs de protection nécessaires. Parfait. Merci pour cette présentation, Fabrice. Et on va donner la parole à Bruno pour qu'il puisse nous montrer les questions qui ont été posées, peut-être. Alors, je vais essayer de les prendre par rapport à la dernière posée. Sébastien Dupont, est-ce que Vigicru intègre également des capteurs de hors état ou privés? Donc, où sont positionnés les capteurs? Est-ce que c'est le domaine public ou pas? Pardon. Alors, c'est le domaine Hydro 3. On peut avoir des partenaires privés et donc du coup, il y a certaines stations qui sont intégrées de VNF, d'EDF et extra, comme Marie Solor, c'est des entreprises privées qui nous donnent des données et on leur en donne. Enfin, c'est un échange, voilà. D'accord. Ok. Quels sont, alors je pense, alors est-ce que c'était la présentation? Ouais, je pense 11h32. Quelles sont les données accessibles en open data? Est-ce que les données des capteurs sont accessibles en téléchargement? Alors ça, il faut être non, c'est que Hydroportail qui fait des téléchargements. Vigicru, c'est de l'instantané brut avec des mails, mais on peut pas récupérer des données. Il faut passer par Hydroportail. Ok. Je crois qu'il n'y a que ces deux questions-là qui concernaient votre présentation, Fabrice. Je regarde en dessous. Ouais, pour l'instant, il n'y a que ces deux-là. Et une dernière, pardon. Est-ce que vous récupérez aussi des données des pays frontaliers? Alors, c'est plutôt les pays frontaliers, parce que sur l'exemple de la Meuse et de la Moselle, les cours d'eau vont en Allemagne et en Belgique. Donc, du coup, c'est plutôt eux qui sont demandeurs que nous. Voilà. C'est à cause qu'on est à l'amont des rivières. Ok, c'est logique. Mais on a des stations internationales. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Il n'y a pas de souci, je pense que c'est la totalité des questions. En tout cas, merci Fabrice. Et j'invite Mathias aussi à rallumer sa caméra. Et pour conclure déjà cet webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais en tout cas remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Et je sais que 10 minutes c'est très court, mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers Bruno si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et en conclusion, et ce qu'on a pu retenir de ce webinaire, nous avons pu découvrir comment les capteurs et les données en temps réel révolutionnent des secteurs aussi variés que le transport collectif, la surveillance de la qualité de l'air et la gestion des risques naturels. Chaque présentation nous a démontré l'importance de cette technologie dans la collecte et l'analyse des données pour répondre à des défis spécifiques. Et nous espérons que ce webinaire vous a apporté des connaissances importantes et a suscité votre intérêt pour l'impact des données en temps réel dans les divers secteurs. Et donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous et jusqu'à notre prochain webinaire le 7 mars. Merci. Merci. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.